Accouche, un podcast qui raconte l'intimité de la naissance. Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode d'Accouche. Comme les autres de notre série, il ouvre en grand les portes de la salle de naissance. Tout au long de cet épisode, nous consacrerons notre conversation à la grossesse et à ses risques. Le développement industriel est à l'origine de la montée en puissance du concept de risque qui caractérise nos sociétés modernes. Jusqu'à la fin du XXe siècle, la maîtrise du risque était l'objectif à atteindre, l'idée étant de pouvoir l'éviter et donc le prévenir. Depuis les années 2000, la manière de penser a changé. Nous sommes entrés dans une phase plus réflexive et analytique, prenant conscience que le risque zéro ne peut exister. Mais alors, comment les femmes gèrent-elles leur grossesse avec leurs risques plus ou moins connus ? Comment sont-elles accompagnées par le corps médical ? Quels sont les risques psychologiques, physiques, mais également sociologiques de la grossesse ? C'est à ces questions et à de nombreuses autres soulevées au fil de notre conversation que nous répondrons aux côtés d'Anne-Sophie Paulet, sage-femme et lauréate en 2019 de la bourse de recherche en maïeutique de la Fondation Mustela, et Hélène Malmanche, sage-femme, sociologue et également lauréate de cette bourse en 2015. Bonjour Anne-Sophie. Bonjour Julie. Bonjour Hélène. Bonjour Julie. Bonjour Anne-Sophie. Bonjour Hélène. Chère Anne-Sophie, vous êtes sage-femme depuis 20 ans. Pouvez-vous dire 2 mots sur votre choix de thèse pour votre doctorat et nous parler des réflexions que cette thèse a pu soulever ? Oui, écoutez Julie, j'ai choisi de consacrer mon travail de recherche, donc que j'ai effectué dans le cadre d'un doctorat en sciences politiques, à la période prénatale. Période à laquelle je m'intéresse depuis maintenant une dizaine d'années, car je pense qu'elle constitue un moment clé pour décliner les politiques de prévention. Ainsi, observer sur le terrain comment les acteurs, alors ici en l'occurrence les sages-femmes, mettent en œuvre ces politiques, apparaît comme essentiel dans l'évaluation de ces dites politiques. Et donc ma recherche a pour objectif principal d'identifier tout d'abord les pratiques des sages-femmes durant la surveillance prénatale, mais également de comprendre le comportement de ce corps professionnel face aux injonctions et au discours du risque. Secondairement, je cherche à savoir si les pratiques donc des sages-femmes sont influencées par le facteur socio-économique et pourraient conduire à des prises en charge différenciées des femmes enceintes. Enfin, je tente également d'explorer les rapports entre les acteurs que j'ai pu observer, c'est-à-dire les sages-femmes et les patientes ou les couples, et s'il existe un empowerment des femmes enceintes. Anne-Sophie, vous dites que nous sommes gouvernés par le risque et la gestion de risque, y compris pendant une grossesse. Pourquoi ? Alors, pour répondre à cette question, il faut bien sûr prendre la notion de risque dans un sens tout d'abord assez général. C'est-à-dire que le concept de risque qui apparaît à peu près en même temps que le développement de l'épidémiologie, donc tout au long du XXe siècle, concerne tous les domaines de la société. Je pense que tout le monde peut en convenir, que ce soit sur le risque météorologique ou le risque de catastrophes naturelles. Et donc, ce risque concerne également le domaine de la santé, et donc la santé périnatale. Alors il faut noter que même s'il existe une certaine hiérarchisation de la sévérité des risques, l'ensemble des risques dans le contexte de la grossesse sont perçus assez généralement par la société comme étant inacceptables, ce qui peut être mis en perspective avec d'une part les avancées scientifiques en médecine, mais aussi avec la transformation de la famille contemporaine. Donc les pratiques médicales pour le suivi prénatal reposent désormais sur un niveau de risque identifié. Donc il faut savoir que ce niveau de risque identifié permet ensuite d'orienter les patientes dans les différents types de maternités, ces maternités qui sont caractérisées par le niveau de prise en charge néonatale, ce qui traduit la spécificité du suivi médical à mettre en place. De type 1 ou de type 3, c'est ça, c'est ce que vous... Exactement, que ce soit maternité type 1, type 2, type 3, tout à fait. Et donc la classification en grossesse à bas risque ou haut risque détermine également, alors non seulement le lieu, mais également quel professionnel de santé va suivre la grossesse. Est-ce qu'Hélène, c'est quelque chose que vous avez également remarqué au cours de votre carrière et de vos recherches ? Alors cette prééminence de la notion de risque
Je pense que dès notre formation, c'est certain, c'est une chose qui est extrêmement prégnante. Le risque est absolument omniprésent dans notre manière d'envisager la médecine clinique. Et de la même manière, sur le versant recherche, là où j'ai particulièrement rencontré cette question du risque, c'était sur la thématique de la gestation pour autrui. Autrement dit, comment une femme pourrait-elle prendre un tel risque pour quelqu'un d'autre qu'elle-même, pour une grossesse qui, in fine, ne débouchera pas à la naissance de son enfant, mais de l'enfant d'autres personnes. Eh bien, la gestation pour autrui met en lumière les risques que les femmes endossent, assument, pour qu'un nouvel être humain puisse venir au monde. Le risque devient inacceptable concernant la grossesse. Pourquoi ce changement ? Je le pose à toutes les deux. Hélène, je crois que vous m'aviez dit par exemple que c'était parce que les femmes aussi font moins d'enfants, donc la grossesse est un peu plus sacralisée aussi. Oui, c'est-à-dire que dans un contexte où les femmes choisissent le fait d'être enceintes, et où donc les grossesses sont réduites à leur strict minimum, dans le sens où une grossesse est choisie parce qu'on veut un enfant. Et c'est ça la finalité. Et donc, à l'époque où il n'y avait pas de contraception et où les grossesses survenaient de manière spontanée, inopinée, et qui était donc une conséquence de la sexualité généralement conjugale, dans ce cadre, les femmes acceptaient, enfin, c'était un tout, en réalité. Dans la condition féminine, il y avait aussi cette part de la prise de risque, de la mise en jeu de sa propre vie, pour continuer à perpétuer la société. Et donc, ce qui a radicalement changé aujourd'hui, c'est effectivement la contraception, l'avortement, et plus généralement, donc ça, ce sont les techniques visibles, mais c'est même toute une pensée sociale de la grossesse et de ce que représente cet événement dans la vie des femmes aujourd'hui. Et aussi, en miroir, il faut évidemment mettre ça en parallèle avec le développement des soins néonataux et le fait qu'on ne tolère plus ni la mortalité maternelle, mais la mortalité infantile non plus. Elle devient de plus en plus difficile. Là où, il y a encore 100 ans, la mortalité néonatale périnatale était monnaie courante. Toutes ces transformations du rapport à la vie font que on a ce rapport au risque qui est lui aussi modifié. Alors concrètement, Anne-Sophie, quels sont-ils ces risques ? Alors ces risques, durant la grossesse, eh bien effectivement, ils sont multiples. Alors ils peuvent être à la fois intrinsèques, c'est-à-dire étant en rapport avec les antécédents personnels des patientes, par rapport à une pathologie médicale qui soit préexistante ou qui survienne pendant la grossesse, mais ils peuvent être également extrinsèques, c'est-à-dire à la fois liés à l'environnement, comme par exemple l'exposition aux perturbateurs endocriniens, un exemple qui est d'actualité, qui porte beaucoup de chercheurs à s'intéresser à cette question. Mais aussi, ces facteurs extrinsèques peuvent relever des comportements des individus, c'est-à-dire, sont représentés par la consommation de tabac, d'alcool, de toxiques, etc. Et ajouté à tous ces risques, il y a également un élément que l'on peut nommer le risque psychosocial, c'est-à-dire qu'au-delà des risques donc, qui peuvent avoir un impact médical sur la grossesse, on va aller chercher ces risques qui peuvent avoir un impact sur la vie psychique, sur la vie sociale de la mère ou de l'enfant à naître. Et ça fait partie véritablement des risques qui vont être recherchés pendant la grossesse. Et Hélène, vous parlez aussi des petits maux de la grossesse qui ne sont pas des risques à proprement parler, mais réellement handicapants pour les femmes. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus ? Oui, juste avant, j'aurais aimé aussi apporter un élément supplémentaire pour aller tout à fait dans le sens d'Anne-Sophie, concernant cette notion de facteur de risque, donc comment on construit le risque et qu'est-ce qu'englobe cette catégorie des risques dans le cadre spécifique de la grossesse. Il me semble qu'aujourd'hui, ces facteurs de risque sont vraiment placés au cœur de la pratique clinique, en obstétrique en général, de la médecine, de la maïeutique, médecins, sages-femmes et tout le monde de la périnatalité gravite autour de cette notion de risque, au point où il devient difficile d'exprimer des enjeux autrement que sous cette forme du risque. Il est certain que, comme il y a cette omniprésence du risque et qui en fait recouvre plutôt la question du risque vital, tout ce qui serait de l'ordre juste du bien vivre, d'une vie confortable pendant la grossesse, tout le reste est minimisé, puisqu'il y a les grands risques et les petits maux. Alors que ces petits maux empoisonnent la vie, et ces petits maux, c'est le lot commun des femmes enceintes. C'est le lot commun de l'expérience quotidienne de la grossesse, et ça peut vraiment empoisonner le quotidien. Donc, les appeler petits maux et les minimiser, quelque part, c'est donc hiérarchiser entre ces grands risques et qui deviennent ce qui gouverne la pratique clinique et les petits maux pour lesquels on ne fait pas grand-chose mais qui sont en réalité
ce qui relève du quotidien des femmes enceintes. Donc c'est ce que vous évoquiez juste à l'instant, que ce soit les nausées, la fatigue extrême que l'on peut ressentir à différents moments de la grossesse, mais en particulier au début de la grossesse. Anne-Sophie, vous avez concentré vos recherches sur le suivi par des sages-femmes de la période prénatale. Pendant cette période avant la grossesse, les femmes font le choix de faire appel à différentes structures, donc une PMI, un hôpital ou une clinique. Est-ce que les femmes ont des attentes différentes en termes de gestion de risque ou de suivi de grossesse en fonction de l'institution choisie, justement ? Alors oui, effectivement, Julie, les attentes des femmes changent, même si globalement, j'ai pu observer que les sages-femmes reçoivent des patientes avec au final des attentes qui sont assez multiples, assez variées. Dans l'exercice libéral, les femmes peuvent être à la recherche d'un accompagnement plus personnalisé, voire d'un accompagnement global lorsqu'elles sollicitent une sage-femme libérale qui a une convention pour exercer en plateau technique, c'est-à-dire que la professionnelle pourra faire le suivi de grossesse, mais également être présente pour réaliser l'accouchement en autonomie, la patiente étant sous la responsabilité de cette professionnelle. Ces sages-femmes vont adopter un positionnement plutôt dans une éthique du care, avec la mise en avant de la relation de confiance, même si au final cette relation de confiance est également très importante dans les autres modes d'exercice. Si on s'attache plus à l'institution hospitalière, eh bien le profil déjà des femmes que l'on rencontre sont plus variés et au final donc les attentes également. Certaines femmes vont rechercher un haut niveau de technicité, donc en venant par exemple en maternité de type 3, parce que toujours avec cette notion bien sûr que l'on vient de développer de risque, eh bien s'il faut réanimer le nouveau-né, eh bien il y a tous les éléments techniques, le personnel pour être dans de bonnes conditions pour réaliser cet acte médical, alors que d'autres patientes vont plutôt venir à l'hôpital uniquement car il n'y a pas d'avance de frais et donc là on est plus sur des profils de patientes de milieux défavorisés. Si je continue donc en PMI, alors j'ai constaté qu'au final les profils étaient assez multiples et néanmoins une grande majorité des femmes qui ont recours au suivi en PMI sont en situation précaire et arrivent même parfois adressées par des assistantes sociales. Donc tout cela fait que également la relation entre les acteurs peut varier, changer. Et cette relation, eh bien, elle se définit comme étant à la fois un rapport entre pairs, c'est-à-dire PAIRS, avec des discours des sages-femmes auprès des patientes qui sont parfois alimentés de la propre expérience des sages-femmes, de leur expérience de mère. Et un rapport aussi qui va être un rapport de proximité avec une certaine confidence entre sages-femmes, surtout sages-femmes libérales, qui vont utiliser le tutoiement, ce qui met en général la patiente plutôt en confiance, d'aborder même très librement, notamment leur vie de couple. Et donc cette relation, notamment via le tutoiement, eh bien, on peut peut-être également voir que ça peut être une certaine forme de résistance à la surmédicalisation en instaurant, vous voyez, un climat plutôt de confiance et de confidence. Donc pour aller tout à fait dans le sens de ce que Anne-Sophie brossait comme tableau, toutes les sages-femmes, et peut-être les sages-femmes mieux que n'importe quel autre professionnel, savent qu'il y a beaucoup de choses qui nous échappent à la maîtrise, à l'anticipation, et c'est aussi ça l'objet notamment de la préparation à la naissance, c'est de préparer les parents, les couples, les femmes, aux incertitudes, à tout ce qui ne peut pas être prévu, au fait qu'il y a une place pour les aléas et les imprévus. Et donc, quelque part, pour moi, une hypothèse que je formule, c'est que cette proximité, ce tutoiement, eh bien, peut-être qu'il est aussi là le signe manifeste d'une certaine humilité face à ces incertitudes que l'on sait être présentes. Est-ce que vous avez vu toutes les deux des différences socio-culturelles et socio-économiques face au risque ou dans la relation entre la sage-femme et la femme enceinte ? Je pense notamment à la période de dépistage des différents risques, alcool, tabac, etc. Oui, tout à fait. La réponse des sages-femmes, en grande majorité, eh bien, a été qu'elles vont procéder différemment selon la personne qu'elles ont en face d'elles, en tenant compte de la façon dont la femme va répondre aux questions, ou bien en fonction justement des questionnants avec lesquels va arriver la patiente. Et donc pour également reprendre sur cette question de consommation de toxiques comme tabac, alcool,
Je peux également faire référence à l'étude que j'ai menée dans le cadre de mon master de recherche, qui portait sur le repérage de la consommation d'alcool pendant la grossesse par les sages-femmes. Et au final, le résultat principal de cette étude, qui cette fois était une étude quantitative, était que le repérage n'était pas systématiquement réalisé chez les patients de milieux favorisés, alors que, selon la littérature médicale récente, cette consommation d'alcool, elle serait plus fréquente chez ces femmes de milieux favorisés. Donc on peut aussi également pointer du doigt que les risques, au final, peuvent être distingués comme étant subis ou choisis, et ça peut constituer un argument qui va permettre de dénoncer, au final, l'asymétrie des situations individuelles. Alors aujourd'hui, les femmes veulent se sentir de plus en plus en confiance avec leur médecin ou leur sage-femme. Elles sont très au courant, veulent comprendre tous les examens. Les femmes enceintes sont-elles les actrices actives de leur prise en charge ? Quel est le rôle de la sage-femme dans ce cas-là ? Certaines sages-femmes vont demander assez tôt dans le suivi prénatal aux patientes comment elles envisagent leur accouchement, où est-ce qu'elles ont prévu d'accoucher, quel type de préparation à la naissance elles souhaitent réaliser. Donc il y a cette recherche que les femmes soient actrices véritablement de leur grossesse. En réponse, ce que j'ai pu observer, c'est que les femmes étaient plus ou moins réceptives, et ceci également en fonction d'une part du milieu social, mais également bien sûr en lien avec aussi les représentations peut-être, représentations normées qui sont diffusées notamment par les médias entre autres, mais aussi par l'entourage même de ces femmes. Et donc même si c'est proposé, certaines femmes ne vont pas véritablement être actrices, mais avoir plutôt une attitude un peu passive, parce que pour elles, elles vont se laisser porter et que ça représente quelque part la norme dans le suivi de grossesse, en mettant en avant qu'elles font confiance aux professionnels et elles ne vont pas forcément chercher à être plus actrices. Mais à côté de cela, vous avez néanmoins des femmes dans une posture plutôt inverse qui vont être très au fait de ce qu'elles désirent, de ce qu'elles souhaitent, de ce qu'elles ne souhaitent pas également durant cette prise en charge pendant leur grossesse et durant l'accouchement. Pour finir, est-ce que vous avez l'impression qu'on peut parler d'un empowerment des femmes vis-à-vis de leur grossesse ? Il y a indéniablement aujourd'hui dans la société un mouvement de à la fois libération de la parole des femmes et de la prise en compte de cette parole. Et la prise en compte de cette parole, il faut aussi remarquer qu'elle se fait de manière inégale selon les milieux sociaux, que les ressources que les femmes peuvent ou ne peuvent pas mobiliser sont aussi liées à un bagage social vraiment très asymétrique selon le milieu dont les femmes sont issues. Donc en réalité, c'est un problème légèrement plus complexe, il y a quand même une sorte de millefeuille qui se décline à travers cette question de l'empowerment, donc cette capacité à mobiliser son agentivité, c'est ça l'empowerment. Et bien que ce soit une tendance et sans doute une lame de fond réellement que l'on observe, à l'intérieur de ce mouvement, il ne faut pas ignorer le fait qu'il y a une très grande disparité dans la possibilité de pouvoir se saisir de cette agentivité. Et donc la capacité à justement aller contre ces normes que Anne-Sophie soulignait, cette capacité à transgresser ou à transformer, elle n'est pas ou pas encore entre les mains de toutes les femmes. Et précisément, le milieu social dans lequel les femmes évoluent est particulièrement déterminant en la matière. Merci beaucoup Anne-Sophie et Hélène pour ce riche entretien. Merci Julie et encore un grand merci Hélène pour cet échange très riche. Merci Julie et merci Anne-Sophie pour ce dialogue. Ainsi s'achève cet épisode d'Accouche. Comme dans la vie, la salle de naissance reste ouverte 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Il vous suffit de pousser la porte de l'épisode suivant pour continuer l'aventure. Accouche est un podcast de la Fondation Mustela. Retrouvez tous les épisodes sur fondationmustela.com et sur vos plateformes de podcast habituelles.